femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Avec des sujets sensibles, touchants, sérieux ou cocasses, explorez avec elles et leurs invités passionnants des thèmes riches et diversifiés dans une ambiance chaleureuse où l'ouverture d'esprit et le plaisir sont au rendez-vous. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Que vous soyez devant votre écran à Nous TV ou tout oui en balado, bienvenue à Des femmes comme vous. Vous êtes peut-être resté sur votre appétit lors de notre dernier balado sur la ménopause et les solutions. Eh bien, nous avons choisi d'approfondir ce sujet et nous parlerons d'hormonothérapie en compagnie de Vicky Pébuteau, qui est infirmière avec le docteur Marie-Josée Dubois en médecine et santé globale à Sherbrooke et qui a aussi accepté surtout notre invitation, puis elle a même proposé avec enthousiasme. Ça me fait très plaisir d'être là. Bonjour. Bienvenue Vicky. Bonjour. Vraiment. Alors, on est contente de parler de ce sujet-là parce qu'effectivement, ça a passé vite la dernière émission. Puis, il y avait trop de choses. Dit, ouais, il y avait beaucoup de, c'était un vaste sujet, on le savait. On s'était dit, ouais. OK, on y va, allègrement. Donc, juste parce que avant de débuter, là, sur l'hormonothérapie, peut-être rappeler quelques éléments clés, là, comme, parlons de vocabulaire, là, juste au niveau, on se met tout à niveau, là, préménopause, ménopause, périménopause. On fait un petit rappel là-dessus? Oui, mais dans le fond, la préménopause, c'est du début des symptômes jusqu'à la vraie ménopause. La périménopause, c'est du début des symptômes jusqu'à 1 an après la ménopause. Mais c'est quoi la ménopause? C'est la journée où les menstruations se terminent et ça va être diagnostiqué 12 mois après. Donc, quand on a vraiment un an sans menstruation, là, on va diagnostiquer la ménopause, mais par la suite. Donc, on est à la fin de la périménopause quand on finit par diagnostiquer la ménopause. Puis après ça, on tombe en post-ménopause. Post-ménopause, OK. Ça ressemble à ça, la chronologie. Bon, mais ça, c'est clair. Bon. Puis là, justement, comme Vicky Oui. vient de le dire, on veut parler d'hormonothérapie aujourd'hui parce que lors du balado précédent, on a parlé des différentes solutions qui s'offrent aux femmes là, qui souffrent des multiples symptômes de la ménopause, dû à la ménopause. Alors, tu pourrais-tu nous dire c'est quoi au juste l'hormonothérapie? Oui, l'hormonothérapie, dans le fond, c'est un remplacement hormonal. Donc, le plus souvent, on va l'associer à la ménopause, mais on va aussi utiliser ce mot-là dans les transitions de genre. C'est juste que ça va être utilisé différemment. Mais l'hormonothérapie, principalement, c'est simplement un remplacement hormonal. OK. Puis, depuis quand on traite les femmes avec l'hormonothérapie? Depuis quand ça existe, là, c'est la prise d'hormones puis tout ça? Les premières hormones commercialisées, c'est dans les années 50. Là, on parle du Premarin et du Provera. Ils ont été utilisés pendant de nombreuses années. Puis, à partir de 2002, là, il y a eu comme une baisse là, de prescription d'hormones. Donc, ça fait longtemps que c'est dans l'univers médical, mais ça l'a changé aussi. Là, et à travers les années, on va y aller plus en détail là, dans les prochains. Oui, c'est ça. Oui, parce que on entend toutes sortes de choses. On a des préjugés, des tabous par rapport à ça. Puis il y a des raisons. Il y a des raisons pourquoi on sait d'où ça vient. J'aimerais ça que tu nous parles justement qu'est-ce que les croyances qui ont plané depuis plusieurs années, je dirais, depuis la fameuse étude Wild. Donc j'aimerais ça que tu nous fasses un peu le point là-dessus. Puis qu'on défasse les mythes. Ouais. On va y aller un à un parce qu'il y a plusieurs des mythes. Premièrement, un petit peu d'histoire. L'histoire de l'étude de Wild, la fameuse étude de Women's Health Initiative qui est sortie en 2002. Et cette étude-là a été grandement publicisée, donc c'est pour ça qu'on en entend encore parler aujourd'hui. Là, ça a passé beaucoup dans les médias. Donc, ce qui est ressorti de cette étude-là, c'était une étude de randomisée, donc avec un placebo. C'est le type d'étude qui a la plus grande valeur scientifique. Et c'était 27 000 femmes qui ont été suivies de 93 à 98. L'étude a dû être arrêtée parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un risque augmenté de cancer du sein, entre autres. Il faut savoir que cette étude-là, c'était pas une étude de ménopause, c'était des femmes qui étaient de 50 à 79 ans parce que c'est une étude de prévention primaire. Donc, on cherchait à prévenir les maladies de manière générale. Le risque d'augmentation du cancer du sein, c'était 8 femmes sur 10 000. Donc, on parle d'un risque
à la limite de la significativité. Là, oui, puis si on comparait, par exemple, avec d'autres, tu sais, parce qu'il y a des facteurs de risque, il y en a, là. On a toujours des facteurs de risque, cancer du sein, des autres cancers. Tu sais, on peut-tu faire un comparatif, exemple, avec la contraception? Oui. Dans le fond, la contraception, le risque est légèrement plus élevé. Puis, dans le fond, dans les risques de cancer du sein de manière générale, là, on va avoir plus de risques de cancer du sein chez les femmes qui ont des grossesses tardives après l'âge de 37 ans. Puis, on va avoir plus de risques aussi chez les femmes qui ont des seins denses. Donc, c'est sûr que ces risques-là, ils peuvent se combiner aussi là chez la même femme, mais un risque de 8 femmes sur 10 000, c'est un risque qui est quand même faible, mais il est là quand même. Sauf que dans cette étude-là, comme j'ai dit, c'est des femmes de 50 à 79 ans. Ouais. Par la suite, ils ont fait une relecture des données parce que les femmes ont continué d'être suivies jusqu'en 2017. Et à la relecture des résultats, ils ont fait des classes des groupes de femmes, donc des groupes de 50 à 59 ans. Puis ils ont départagé, autrement dit. Exactement. Ouais. Et c'est là que le risque de cancer du sein, il n'était pas augmenté chez les femmes de 50 à 59 ans, autant que chez les femmes plus âgées. On le sait que l'âge a un rôle à jouer avec ça, entre autres. Il y avait aussi le risque au niveau cardiovasculaire. Donc, on parle cardiovasculaire, on parle de crise de cœur, là, un infarctus, ou aussi on parle des AVC. Donc, encore là, ce risque-là, il a été démontré d'être augmenté, mais principalement chez les femmes de plus de 60 ans, qui commençaient l'hormonothérapie à ce moment-là, parce que dans l'étude... Tardivement, en fait. Commençaient l'hormonothérapie, exactement. Oui. Je m'excuse, mais c'est tantôt quand tu disais que il y a eu des traitements d'hormonothérapie dans les années, ça commençait dans les années 50 à peu près, puis qu'il y a eu une baisse significative au début des années 2000, c'est en lien directement avec ce rapport-là. Et effectivement, directement. Parce que dans les gens ont eu peur. Oui, fait que dans le fond, le 8 cas sur 10 000, qui est à peine significatif, c'est ça qui a causé tout ce qui s'ensuit, puis encore aujourd'hui, là, cette crainte-là qui est restée, là. Entre autres, parce que cette étude-là a démontré l'augmentation du cancer du sein, c'est ce qui a été vraiment véhiculé sans nécessairement véhiculer les résultats en tant que tels. Mais il y avait aussi quand même dans la même étude, là, une augmentation du risque cardiovasculaire. Donc, ça a été associé aussi, là. Ça a été tout sorti en même temps. Mais l'augmentation du risque cardiovasculaire, dans le fond, c'était encore là, surtout chez les femmes plus âgées. Ça va avec l'âge aussi. Et c'est encore présent, là, puis c'est... Indépendamment de l'hormonothérapie là, chez la femme, les risques les risques d'AVC ou de problèmes cardiovasculaires ça fait partie des causes de mortalité. L'une des plus importantes d'ailleurs. Oui, chez la femme. Dis-moi, l'étude, c'était en Amérique ou c'était statut des... C'était une étude américaine, si ma mémoire est bonne, mais quand même 27 000, c'est une bonne population. C'est juste que la population n'était pas seulement juste sur la ménopause. C'est ça l'affaire, c'est que ça a été véhiculé un petit peu trop large. Et c'est resté pendant longtemps dans la tête des médecins et de la population en général. Puis, petite chose à savoir, c'est que cette étude-là n'était pas faite avec des hormones bioidentiques. Qu'on va parler dans les prochaines minutes. C'est ça. C'était des estrogènes conjugués équins pris seuls contre un placebo, contre des estrogènes conjugués équins pris avec de l'acétate de médroxyprogestérone. Donc, l'étude n'a pas été faite avec tous les types d'hormonothérapie disponibles sur le marché. Cette étude-là a été faite avec des types d'hormones bien précises. Et ce qui est ressorti, fait à savoir, c'est que c'est pas l'estrogène qui augmente le risque de cancer du sein. Selon les résultats de l'étude, ça serait le progestatif, donc le fameux Provera, là, pour le nommer, ça c'est le nom commercial, mais l'acétate de médroxyprogestérone, qui augmenterait le risque de cancer du sein chez les femmes plus âgées. On essaie-tu de répéter ça, ce mot-là? Oui, non, j'ose pas. Qu'est-ce qu'elle a dit, là? Acétate de médroxyprogestérone. Après t'avoir rappelé plus tôt la dernière fois, j'ose pas m'aventurer. On va te laisser. Mais c'est ça, dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était pas des hormones bioidentiques qui ont été... Ça n'a pas rapport. En fait, ça veut pas dire qu'un est mieux que l'autre, mais c'est juste que ça n'a pas rapport avec cette étude-là et que ça a été véhiculé un peu trop large. Toutes les informations ont été prises ensemble sans les décortiquer comme il faut. Et ce qui est dommage aussi, il faut le dire, là, il n'y a pas eu tant, à moins que je me trompe, là, dans ce que moi j'ai lu, il n'y a pas eu beaucoup d'études à part celle-là. Tu sais, qui sont venus vraiment camper, puis bon, oui, peut-être dans les dernières années, là, mais si je parle depuis 2000, là. Il y a eu quand même...
aux dernières nouvelles, là, ce que j'ai entendu, c'est que 43 études randomisées rapportées, mais les études ne sont pas toutes sur le même type d'hormonothérapie, ne sont pas utilisées toutes de la même manière, c'est pas toujours facile de les comparer. Donc, c'est difficile de faire des comparables. Là. Exactement. Mais c'est les études sur les hormones bioidentiques, c'est que je vais y revenir plus tard, là, mais c'est pas séparé comme ça quand on fait des études ou des formations. C'est pas bioidentique versus les autres, c'est dans la manière de le donner. Mais je vais y revenir un petit peu. Mais justement, là, ça fait plusieurs fois que tu évoques les hormones bioidentiques. Peut-être qu'il faudrait parler justement de ça, définir c'est quoi, là, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Alors, moi, si je comprends bien, là, il y a 2 types d'hormones, les bioidentiques, puis les autres qu'on appelle, disons, classiques. Et si je me trompe pas, puis peut-être justement démystifier ça un petit peu, puis nous dire c'est quoi la différence entre les deux, puis. Donc dans la population là, depuis l'automéno, on entend beaucoup bioidentique versus non bioidentique ou classique. Par contre, faut savoir que c'est pas comme ça que c'est séparé quand on parle de Santé Canada ou de méthodes d'utilisation ou même de la SOGC là, qui est la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Et on va plutôt séparer les hormones prises par la peau, donc on dit transdermiques qui passent par la peau, versus le fameux gel, là, estrogène. Exactement. Donc particulièrement pour les estrogènes, versus les estrogènes qui passent par la bouche. Donc, on n'est pas vraiment dans une opposition bioidentique versus non bioidentique. Qu'est-ce que ça veut dire, là, ce mot-là, bioidentique? Oui, là? C'est pas biologique. Là. C'est pas biologique, non. Non, mais c'est parce qu'on utilise beaucoup le mot biologique. Évidemment, on peut référer à ça, là. C'est un terme, à la base, marketing. OK? C'est pas un terme qui a été reconnu en sciences, là. On verra pas ça dans les études bioidentiques. C'est un terme marketing qui voulait dire, qui est sorti, en fait, après même l'étude de Weil, là, qui voulait dire plus similaire à ce que notre corps fait. C'est pas 100% pareil, ça reste que ce sont des molécules qui sont faites en laboratoire, mais ils sont plus similaires à ce que notre corps fait. Donc, c'est un terme principalement, c'est ça, comme je l'ai dit, marketing, mais la différence, c'est que la plupart des hormones qu'on dit bioidentiques ici au Québec, c'est des hormones qui vont passer, de l'estrogène surtout, qui vont passer par la peau. Donc, on a les avantages du passage par la peau plutôt que des avantages nécessairement du fait que c'est bioidentique. Faut aussi faire la différence entre les bioidentiques faites et approuvées par Santé Canada puis les bioidentiques magistrales. Ce que ça veut dire, ce mot-là, magistral, c'est que c'est certaines pharmacies qui vont faire des recettes, compositions, des recettes personnalisées à chacune des personnes. OK. C'est courant, ça? C'est pas si courant que ça. C'est plus courant aux États-Unis, je dirais. Un peu à Montréal aussi. Il y a certaines pharmacies à Montréal. Donc, tu te rends à ta succursale, ta pharmacie locale, puis dans certains cas, ils peuvent faire ça. Là. Non, c'est prescrit par le médecin. C'est le médecin qui travaille avec le pharmacien. Non? C'est ça. Mais ce n'est pas reconnu par aucune société savante nulle part. Même aux États-Unis ou en Europe, c'est pas reconnu comme étant sécuritaire et à utiliser à large spectre. Mais pourquoi les médecins, à ce moment-là, certains médecins vont prescrire ça? C'est une méthode de fonctionner beaucoup plus personnalisée. C'est des petites doses. Il y a une absorption aussi qui est différente du fait que c'est une crème. Mais pourquoi ils vont le prescrire, en fait, c'est difficile de savoir exactement pourquoi. Il y a des études quand même qui ont été faites sur chacune des choses qui composent cette crème-là, mais tout ensemble. Et ça dure combien de temps? C'est-tu efficace? C'est là qu'il n'y a pas d'études qui prouvent ça. Donc, au Québec, c'est très peu utilisé et on va le garder vraiment en dernier recours quand il n'y a rien d'autre qui marche. Et à ce moment-là, c'est très suivi, là. Oui. J'imagine. Il faudrait, en tout cas. Oui. Faudrait. On s'imagine que c'est ça. Ça dépend. C'est très variable. Puis c'est cette grande variabilité-là, autant individuelle chez la même femme que la variabilité d'une pharmacie à un autre, qui font que c'est pas recommandé. Donc, je fais juste cette division-là. Nous, on fonctionne pas avec ça. De toute façon, dans l'automéno, ce que vous allez avoir entendu, ce n'est pas ça non plus. Non. On parle vraiment plus de... Celles qui sont approuvées par Santé Canada. Celles qui sont approuvées par Santé Canada. Fait que dans le reste du balado, quand je vais parler de bioidentique ou transdermique ou par la peau, je parle toujours des choses qui viennent
de la pharmacie dans un embouteillage qui est reconnu. C'est pas fait. C'est ça, qui va ressembler à un médicament. Moi, je me demandais, Vicky aussi, là, parce que là, tu as évoqué le fait là, que c'est un gel, hein, l'estrogène. Oui, l'estrogène, c'est ça. Mais quand toutes les deux, on en prend des hormones, il n'y a pas juste l'estrogène, il y a le progestérone. Il y a la progestérone aussi, oui. Donc, son rôle. Dans les grands types d'hormones, là, il y a l'estrogène et la progestérone. Les deux fonctionnent ensemble. Dans notre cycle menstruel normal, là, quand on n'en prend pas des hormones, l'estrogène va varier grandement à travers le cycle et la progestérone, elle va arriver seulement en deuxième partie du cycle. Okay. Son rôle principal, c'est gynécologiquement, là, surtout, là, c'est de s'assurer que l'ovule est capable de se pogner, de se coller puis de rester là. Donc, d'un point de vue gynécologique, la progestérone, ça a seulement ce rôle-là, ou principalement, en fait, ce rôle-là. Par contre, comme on pourra l'avoir lu dans Hormones au féminin ou dans plein de formations, la progestérone a d'autres rôles. Beaucoup d'autres rôles. C'est ça, là. On en connaît environ 75, mais on se doute qu'il y en a plein qu'on connaît pas. Fait. Oui, à ce point. Okay. Ouais. Parce que c'est inévitable, on peut pas prendre l'un ou l'autre. Hein. Je pense qu'il faut prendre la combinaison des deux. Surtout, en fait, ça dépend de si vous avez un utérus ou pas. Oui, c'est ça. Chez les femmes qui ont eu la grande opération, comme on dit, qui ont eu une hystérectomie, donc qui n'ont plus leur utérus, la recommandation officielle, c'est qu'ils n'ont pas besoin de progestérone. Parce qu'on le regarde d'un point de vue gynécologique seulement. C'est ça, là. Et d'un point de vue gynécologique, c'est vrai. C'est-à-dire que le rôle de protection de l'endomètre, il n'est plus là, l'endomètre, il n'est plus nécessaire. Par contre, au niveau des impacts au niveau du sommeil, des impacts au niveau de l'inflammation, au niveau du sein aussi, tantôt on a remarqué que dans l'étude de Weil, c'était le progestatif qu'on utilisait qui semblait être en fait, selon les résultats, c'était lui qui faisait augmenter le risque de cancer du sein. Puis, je m'excuse, le progestatif, est-ce que c'est le progestatif? Ben, c'est ce qu'on appelle généralement la progestérone. Sauf que là, encore là, comme il y a deux types d'estrogènes, il y a un type d'estrogène qui passe par la peau, puis il y a un type d'estrogène qui passe par la bouche. Ben, il y a deux types de progestérone. Il y a seulement la progestérone micronisée, donc qui est appelée la progestérone bioidentique, qui communément, là, mais c'est pas un terme médical comme j'ai dit tantôt, mais il y a juste la progestérone micronisée qui est dite bioidentique. Mais les autres progestatifs, il y en existe plein d'autres, il y a plein de compagnies qui en font. Il y en existe plusieurs sortes et ils ne sont pas tous égaux, mais là faut départir les risques parce que ce n'est pas toutes qui ont le même risque. Selon la situation, l'état de santé de la femme aussi. Effectivement, chacun. D'où l'importance de rencontrer le médecin, de voir avec ton médecin là, les conditions générales de la personne. Puis un progestatif, ce n'est pas la même chose que de la progestérone, même si souvent on le met dans l'associe. C'est ça. C'est quand même différent dans sa composition. Il y a plus de risques un peu ou pas? La plupart des études semblent prouver que la progestérone micronisée a moins de risques au niveau du cancer du sein, au niveau du risque d'infarctus aussi, et semble plus sécuritaire, mais surtout, les études ont été faites au niveau de la ménopause. Donc, quand on est en préménopause, il y a moins d'études au niveau de la progestérone. Fait que ça, je vais y revenir aussi là dans quand est-ce qu'on tantôt là qu'est-ce qu'on fait préméno méno là, mais il y a des différences. Mais il faut rappeler peut-être là, pour les gens qui ont peut-être moins suivi ça, ça fait à peu près 1 an là, que les hormones bioidentiques sont couvertes par la RAMQ. Oui, ça va faire un an au mois de mai. Au mois de mai, mai-juin là. J'ai pas la date, mais oui, c'est assez récent, ça va faire 1 an. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Là. Ce n'est pas tout qui est remboursé. Complètement. Il y en a un estrogène dit bioidentique qui passe par la peau, donc un gel qui est remboursé. Et il y a aussi la progestérone micronisée et ses génériques là, qui sont remboursés. Mais il y a d'autres, il y en a encore qui ne sont pas remboursés, mais dans nos boîtes à outils, mais c'est une belle avancée quand même. Là. Oui, ça donne, ça donne une disponibilité. L'accessibilité. Oui, l'accessibilité. Il y a plein de femmes parce que c'est quand même assez dispendieux là, quand c'est pas couvert. C'était dispendieux. Là, on parlait d'environ 90$ par mois, là, environ combiné là, pour les femmes. Quand il y avait rien de remboursé, aucune assurance, rien là, ça pouvait monter jusque-là. Donc, ça dépend tout le temps là, d'une femme à une autre, là, mais ça ressemblait à ça. Maintenant, oui, ça améliore l'accessibilité, évidemment. Et l'accessibilité, la santé de plusieurs femmes, alors. Effectivement. Donc, est-ce qu'on parle un peu peut-être des bénéfices et puis des contre-indications? Est-ce qu'on peut s'avancer un peu là-dessus?
Oui. Donc, au niveau de l'hormonothérapie, là, quand on tombe vraiment dans la ménopause, il y a des contre-indications, bien sûr, qui sont absolues, puis il y a des contre-indications qui sont relatives. Mais les contre-indications qu'on connaît, c'est les maladies hépatiques actives, donc les maladies du foie actives, les maladies cardiovasculaires, donc plus importantes. Par contre, celui-là, pour certaines personnes, il peut avoir des... On va en fait, pour tout le monde, on va vérifier les bénéfices versus les inconvénients. Il y a certaines personnes qui, malgré avoir une maladie cardiovasculaire, dépendamment de c'est quoi, là, si t'as fait 3 crises de cœur, ça se peut bien qu'on t'en prescrise pas, là, mais, donc, ça, c'est toujours avec le professionnel de la santé, mais ça fait partie des contre-indications. Quand tu dis absolu puis relatif, ça, c'est des termes un petit peu, absolu, ça veut dire que si vous avez cette maladie-là, mettons, une maladie du foie active, c'est sûr qu'on vous en prescrira pas. Ça va de soi. Ça va, c'est sûr. Okay. Relatif, ça veut dire que votre médecin va regarder les bénéfices versus les inconvénients pour vous. Puis, c'est un spectre. Mettons, je vous dis un AVC. OK, il y a différents types d'AVC. Il y a des AVC qui sont faits par des caillots, il y a des AVC qui sont faits parce que le vaisseau il a lâché, ou il y a des AVC qui peuvent arriver à cause d'un trauma ou différentes choses ou d'autres pathologies. Et là, votre gynécologue ou votre endocrinologue ou votre médecin de famille va regarder avec vous le risque. Et ça, c'est sa job aussi, de vérifier le risque. Et il va vous le dire. Si c'est trop risqué, il y a moins de bénéfices qu'il y a de risques pour vous, il y a plus de risques, ben on n'ira pas vers là. Donc, ça fait partie de ça. Les autres contre-indications, ben c'est la grossesse. C'est sûr qu'en grossesse, il n'y a pas de raison d'aller rajouter de l'hormonothérapie. Le cancer de l'endomètre ou de l'ovaire chez la femme et non pas les antécédents chez la mère. Familiaux, c'est ça. Même chose pour le cancer du sein. Ça a été véhiculé, ça je vais prendre le temps de le dire comme ça. Ça a été véhiculé pendant longtemps que si votre mère avait eu un cancer du sein, comme c'était mon cas, que vous ne pouviez pas prendre d'hormones. Ce n'est plus dans les lignes directrices. Tous les médecins devraient savoir ça. Ça fait 10 ans que c'est plus dans les lignes directrices. On se fait encore poser la question. Et je peux te dire que on doit par le médecin la question parce mais c'est parce que le médecin, s'il le sait pas, tu sais, moi je l'ai posé la question là à mon médecin là, plus qu'une fois. Et j'avais pas cette réponse-là, mais pas du tout, là. Là, c'est récent, quand même, cette indication-là. 10 ans. Ah, non, moi, on parle des 3 dernières années, là. Mais c'est long. C'est long, parce que les lignes directrices, là, en tant que professionnel de la santé, c'est très difficile de se tenir à jour sur tout en même temps. Donc, c'est sûr qu'on va se tenir à jour sur les choses qui sont les plus, les avancées qui vont aider le plus de nos patients, puis qui sont les plus, qui vont prévenir la mortalité. C'est sûr. C'est ça qu'on va... Mais on est là-dedans, là. Est-ce que je me trompe? L'hormonothérapie, on peut pas dire que ça prouve une diminution du risque de mortalité. Là. Tout le monde va mourir à un moment donné. Ah oui, ben oui. Donc, tu sais, mais la qualité de vie, par contre. La qualité de vie. En fait, je pense que ce que tu es en train de dire, c'est qu'un médecin général, un médecin généraliste, puis que t'es dans lui, c'est sûr qu'il y a plein, il couvre plein de pathologies, fait que c'est difficile pour eux d'être à jour constamment sur tout. Et comme c'est pratiquement impossible. Puis comme l'hormonothérapie, ben oui, c'est humainement, je dis ça, mais c'est clair là. Mais l'hormonothérapie, pas l'hormonothérapie, mais tout ce qui est associé à la ménopause, il y a pas une question de entre guillemets. Ben, on n'est pas dans la vie ou la mort à la base. C'est pour ça que c'est pas une maladie. C'est pas le sujet qu'ils vont regarder le plus, là. À part que ça peut développer des maladies. Oui, c'est ça. Puis, on a un devoir de se tenir à jour et ça, les médecins le font bien. Excuse-moi, c'est un sujet sensible. Vicky est très émotive quand on parle de ça, là. Mais tu sais, c'est pas une question de vie ou de mort. Ça, faut se dire. Alors, c'est sûr qu'ils vont plus se mettre à jour peut-être sur des maladies courantes qui peuvent provoquer ça, là. Mais j'essaie de les excuser. C'est ça. C'est pas une question d'excuser, c'est une question de remettre dans son contexte. Là. On est quand même dans un bout, je m'éterniserai pas là-dessus, mais des caseloads, il y en a beaucoup, ils sont brûlés, il y a de plus en plus d'administration à faire. Et les médecins généralistes sont souvent obligés d'aller faire de l'urgence aussi. On sait comment les urgences fonctionnent en ce moment. Fait que je prends juste 30 secondes. C'est pas de la paresse, là. Ce n'est pas de la paresse. C'est pas de la mauvaise volonté non plus. Exactement. Puis, ce qui m'amène à une question, parce que il y a quelques minutes, tu mentionnais, soit vous allez voir le médecin, l'endocrinologue, puis t'en as mis un troisième. Gynécologue. Alors, c'est qui la première personne qu'on devrait voir? Ben, premièrement, gynécologue, endocrinologue, il doit être recommandé par un médecin. T'as pas le choix de passer par ton médecin. Exactement. Donc, la première personne à voir, c'est son médecin de famille. Si son médecin de famille
a eu des formations là-dessus puis est ouvert, il va être très en mesure de prescrire de l'hormonothérapie si c'est pertinent, s'il n'y a pas d'antécédents de contre-indication, là, comme ce que je disais. Il y aura pas de problème. S'il ne sait pas ou qu'il n'est pas à l'aise, la plupart vont référer en gynécologie en premier. Parce que c'est là que c'est supposé être fait aussi. Par contre, il y a certains gynécologues qui sont moins ouverts, mais de manière générale, il y a une belle avancée du côté de la gynécologie. C'est juste que comme notre système est fait comme ça, puis c'est correct, c'est fait de même dans la plupart des sociétés aussi, on compartimente. Oui, c'est un bien plus beau mot. On compartimente donc, c'est-à-dire que je me reprends. On regarde, c'est ça. On regarde la gynéco, c'est l'organe génital féminin. On regarde l'endocrino, c'est surtout pour la thyroïde, le diabète, puis des pathologies beaucoup plus poussées là du côté endocrino. Après ça, on regarde la psychiatrie, la psychologie, c'est à part. Un peu en silo en fait. Chacun travaille un peu en silo, ce que la médecine santé globale. C'est ça, on essaie de travailler un petit peu moins en silo dans ce temps-là, on essaie, mais en même temps, si tu veux avoir des spécialistes, il faut t'as pas le choix. Tu sais, dans le fond, là, il y a ça. Avoir des spécialistes. Je pense qu'il faut chercher un équilibre dans tout ça, mais je présume, je t'écoute là, que le médecin va référer à un endocrinologue. Bon, tu vois, là, faut que je me rappelle, un endocrinologue, c'est ça. C'est probablement la dernière étape, peut-être pas la dernière étape, mais moins qu'au début, c'est un gynécologue. Puis, c'est-tu les cas les plus lourds qu'on envoie vers l'endocrinologue ou qu'on envoie, le terme est mal choisi, là, mais qu'on réfère? Qu'on va référer, ou les cas vraiment compliqués, ou les cas où on se dit, non, il y a de quoi d'autre qui est probablement pas juste ça, des problèmes peut-être thyroïdiens, ou de l'obésité, ou du diabète qui se mêle dans ça. Quand il y a d'autres types d'hormones qui sont en jeu, là. C'est ça, c'est pas juste celles qui sont liées à... Parce que l'endocrinologie, c'est ça, c'est plus tout le système hormonal au complet. C'est pas que les hormones sexuelles. C'est vraiment pas typique d'envoyer une femme ménopausée voir un endocrinologue, là. C'est pas la démarche typique, c'est vraiment rare, c'est quand en gynécologie, mettons, il y a des affaires qu'on a essayées, que ça a moins bien marché, puis qu'on pense qu'il y a probablement quelque chose d'autre en arrière de ça. On est vraiment plusieurs étapes plus loin, c'est vraiment pas typique, là. Donc, à retenir pour les gens qui nous écoutent, première étape, c'est notre médecin parce qu'on peut pas de toute façon passer directement. Et si le médecin est pas ouvert du tout, parce que ça arrive encore aujourd'hui, moi j'ai des copines qui m'ont dit ça. Alors, les solutions, on change de médecin, on peut pas changer de médecin parce qu'on a des médecins de famille. On va en médecine privée, on fait quoi? C'est sûr qu'il y a la médecine privée, là, même si c'est pas ouvert à tous, là, on va se le dire, là, c'est pas accessible à tous. Il y a la médecine privée. Sinon, il y a de demander justement un deuxième avis, de dire à son médecin, écoute, là, si t'es pas ouvert, puis si tu connais pas ça, est-ce que ça serait possible de rencontrer un gynécologue? Encore là, il existe des gynécologues au privé, mais je comprends que encore là, c'est pas accessible à tous. Sinon, de parler avec son pharmacien. Et je réfère à l'autre balado qu'on a fait, tout ce qu'on peut faire au niveau de nos habitudes de vie et tout ça, sans hormones. Sinon, c'est de demander de talonner un petit peu son médecin de famille, dire est-ce que vous avez un collègue, est-ce que vous avez quelqu'un qui connaît, moi c'est ce que je veux, j'aimerais qu'on revérifie. Donc de revenir à la charge et de ne pas se gêner de le faire, de pas être mal à l'aise. D'insister. Ça peut créer un malaise, je veux dire, c'est sûr qu'on d'habitude, on se fie à notre médecin quand même. C'est des personnes importantes pour nous dans notre société, les médecins. Là, c'est nos références en fait. Donc c'est difficile quand t'arrives devant ton médecin puis tu fais dire non. Oui, puis aussi, tu sais quand même, les médecins, c'est des humains, hein. Donc il y en a qui parce que moi, ça m'est déjà arrivé de consulter un médecin pour un autre sujet tout à fait. Puis j'avais remis en question un petit peu parce qu'on m'avait parlé, puis tu sais, j'avais senti un petit peu là. Alors c'est humain aussi là. C'est humain. C'est pour ça que c'est malaisant un peu. Ça peut être délicat, mais Vicky t'a posé la question, c'est quoi les contre-indications? Mais les bénéfices de l'hormonothérapie, parce que c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'il y a des bénéfices, là. C'est ça. Je veux juste terminer sur les contre-indications. Il y a une chose que je voulais rajouter aussi, là. Les migraines ne sont plus une contre-indication pour l'hormonothérapie à la ménopause. En pré-méno, on est ailleurs, là, mais à la ménopause, ce n'est plus une contre-indication. Donc, c'est important de le dire. Les bénéfices. Premièrement, c'est quoi le but de l'hormonothérapie? Le but, c'est de traiter des symptômes. OK? Donc, encore dans les lignes directrices, le but, c'est de traiter des symptômes de bouffée de chaleur, insomnie, anxiété. La liste est longue. On en avait fait la liste déjà. Là, je peux en faire un petit rappel.
Donc, le plus connu, là, c'est les bouffées de chaleur, mais il y a aussi l'humeur plus dépressive, des sueurs nocturnes, la sécheresse vaginale, la diminution de la libido, la fatigue, la prise de poids. La prise de poids qu'on entend souvent et l'irritabilité, l'insomnie qu'on entend souvent aussi. C'est les principaux, mais il y en existe d'autres, là, la liste est longue. Mais, donc, le but principal est encore de gérer les symptômes, augmenter la qualité de vie possible là, en lien avec la diminution de ces symptômes-là. C'est sûr qu'il y a certains bénéfices. L'hormonothérapie, ça va aider aussi à prévenir l'ostéoporose, donc d'éviter la diminution de la densité osseuse reliée à l'estrogène. On va aussi aller chercher souvent une prévention au niveau du cancer de l'ovaire et du cancer de l'utérus. Ovaire et endomètre. OK. C'est une prévention qui est souvent associée plutôt à la contraception en préménopause, mais quand on continue l'hormonothérapie à la ménopause, là, on le sait pas jusqu'à quand. On n'a pas les données à savoir jusqu'à quand, mais quand on a une stabilité puis que c'est bien fait, on peut avoir une prévention au niveau de ces cancers-là. Même au niveau cardio, est-ce que je me trompe? Cardiovasculaire? Ben, c'est ça. Il y a une protection au niveau, ce qu'on appelle métabolique, donc cardiovasculaire, au niveau de faire de l'hypertension, faire des ACV, tout ça. Quand l'hormonothérapie, elle est bien prise chez une femme qui est une bonne candidate, qui n'a pas d'antécédents nécessairement, on diminue le risque de diabète et de haut cholestérol quand l'hormonothérapie est bien prise. Mais c'est ça, une fois qu'on arrête l'hormonothérapie, ben, ce risque-là, il revient. Parce qu'avec l'âge, on augmente notre risque de faire du diabète et du cholestérol. Ça veut dire que donc, ça va bien, les bénéfices, ça va bien au-delà de tous les symptômes reliés à la ménopause comme telle ou à la préménopause. Oui. Ça va bien au-delà de ça. Ça, c'est moins connu, je pense. Ça va bien au-delà, mais par contre, on peut pas prescrire en prévention. Non, exactement. On peut, il y a de rares cas, oui, là, mais de manière générale, non. On ne peut pas prescrire, une femme qui n'aura aucun symptôme et qui dit, moi, je vais prendre des hormones juste pour, pour prévenir, ce n'est pas dans les lignes directrices. Donc, ça veut pas dire que ça peut pas se faire, mais c'est pas dans les lignes directrices. Ce n'est pas dans les lignes directrices. C'est ça. Fait que ça se fait très rarement. Ça se fait juste pour, mettons, les femmes qui ont une ménopause très précoce, mais là, on va utiliser l'avis référé en gynécologie spécialisée. On est ailleurs, là. Souvent, ça sera pas géré juste par le médecin de famille. Il y a d'autres choses à vérifier. C'est plus exceptionnel aussi, là. Effectivement, on parle de 1% des cas, là. Fait qu'on on va rester dans le généralement. Ça ne se prescrit pas en prévention de manière générale. Ça n'est pas dans les lignes directrices de faire ça. Ce qui m'amène à te demander, c'est à quel moment disons, un médecin ou un professionnel de la santé va prescrire l'hormonothérapie? C'est-tu dès les débuts? C'est-tu en phase plus critique ou... Ben là, c'est ça. C'est que là, il faut faire une différence entre préménopause et ménopause. Bon. À la ménopause, la plupart des médecins vont être plus à l'aise de prescrire de l'hormonothérapie. Donc, quand une femme a 12 mois sans ses menstruations, a des symptômes, les médecins généralement vont être plus à l'aise de prescrire l'hormonothérapie. Ça peut être de l'hormonothérapie classique ou de l'hormonothérapie bioidentique. Quand on fait passer encore là, donc l'estrogène par la peau, on voit qu'il y a un certain risque qui sont moins grands que l'estrogène qui est passé par la bouche. Notamment, ces risques-là, c'est au niveau de la saturation de la bile, donc de faire des pierres au foie. Là. Ça peut être augmenté légèrement. C'est pas un grand pourcentage, par exemple, mais avec l'estrogène. Au niveau des thromboses, donc au niveau des caillots là, dans le sang qui peuvent causer des AVC, ces choses-là, on voit un risque qui est moins grand avec la voie par la peau. Donc, souvent, ça va être... Mais, qu'est-ce qui est disponible en estrogène par la peau? C'est ce qu'on appelle du bioidentique. Okay? Donc là, il n'y a pas de non-bioidentique qui passe par la peau, fait qu'on l'a comme pas Il n'y a pas d'autre alternative, en fait, c'est ça. Ben, il y a le par la bouche, puis il y a le par la peau. Par la bouche, c'est pas bioidentique, finalement. Non, je parle par la peau, c'est ça. Mais j'ai pas du transdermique non bioidentique. Il y a des progestatifs là, transdermiques, mais là, on est ailleurs. Donc, en ménopause, quand est-ce qu'on peut commencer? La plupart des médecins vont se sentir plus à l'aise quand il y a des symptômes puis que la ménopause est bien installée. Là où c'est beaucoup plus touché, c'est la préménopause. Parce que là, il y a plusieurs phases. Il y a le bout où on a certains symptômes de préménopause, donc on dort moins bien, on a des bouffées de chaleur des fois, mais ça peut varier grandement. Chez la même femme, ça peut arriver certains mois, repartir, revenir. Donc, c'est très variable. Et il y a la partie de la préménopause où on a encore des cycles relativement réguliers, légèrement irréguliers, on saute pas de mois. Puis après ça, on tombe dans la partie où, ah oui, là, des fois, on saute des mois. Donc, c'est une partie plus avancée de la préménopause.
chaque personne étant son propre univers, c'est Dr Dubois qui me dit ça, mais je trouve ça tellement beau comment qu'elle le dit. Chaque personne étant son propre univers, c'est important de le regarder individuellement et chaque femme. Puis, elle va varier elle-même, cette femme-là, ses symptômes à travers... à travers les années. À travers les années, c'est ça. Donc, à quel moment... Ça demande un petit peu plus de surveillance, de doigté, peut-être pour faire le bon dosage, tu sais, dans la littérature, on parle toujours, Dr Demers, Dr Desautels le dit aussi, le bon dosage, c'est hyper important, c'est répéter. Le dosage du médicament. Du médicament, oui, je parle du médicament. Moi, honnêtement, j'aurais aimé, tu sais, avant ma ménopause, d'avoir accès à ça. Mais à cause de toutes les histoires, je suis pas allée de l'avant. Mais tu sais, c'est quand je fais un recul là dans le temps, je me dis mon Dieu, ça m'aurait évité beaucoup de problématiques si j'avais pu faire ça. C'est ça. Mais donc là, ça leur aurait demandé effectivement un dosage de façon plus précise parce que c'est que 45 ou le dossier est encore beaucoup controversé même aujourd'hui. Ah oui. Surtout dans la période de préménopause. Donc du début des symptômes jusqu'à temps qu'on ait plus Pourquoi surtout? C'est parce que les symptômes que les femmes vivent sont irréguliers et on pourrait associer ça à d'autres maladies ou d'autres? Effectivement. C'est pour la raison pour laquelle? Ben, ça fait partie des raisons pour laquelle, oui, parce que c'est beaucoup plus difficile à diagnostiquer. C'est un diagnostic clinique, hein. Il y a pas vraiment de prise de sang en tant que telle qui sont reconnues pour vraiment dire, OK, ce diagnostic-là, tout le monde s'entend. Si cette prise de sang-là est comme ça, c'est une préménopause. préménopause. Alors que quand t'es ménopausée, ça fait 1 an, t'as pas tes règles, donc c'est clair, il y a pas de... Ben, il y en a toujours. Mais ça, il y a toujours des exceptions, mais de façon générale. De manière générale, c'est plus facile. Oui, parce que c'est plus clair. On a quand même attendu 1 an, fait que ça a clarifié la patente. Là, mais dans le fond, en préménopause, on a comme 2 grandes choses à penser. Premièrement, souvent les femmes, je leur apprends en leur disant ça, c'est toujours possible de tomber enceinte tant et aussi longtemps qu'on a encore des menstruations, même si elles sont irrégulières. Le risque est quand même moins grand que quand vous aviez 20 ans, c'est sûr. Mais tant et aussi longtemps qu'il y a encore des menstruations, qui plus est, même si vous avez des symptômes et que vos menstruations sont encore régulières, il y a encore un risque de tomber enceinte. Donc, il faut penser à la contraception. Fait que la contraception, il y a certains types de contraception qui sont plus adaptés un peu dans la période de transition. C'est chacune aussi une question de, bon, est-ce que le conjoint est vasectomisé et tout ça. Il y a différentes options. C'est pas obligé d'être toujours hormonal, mais il faut y penser. Donc ça, c'est un détail. C'est pas toujours obligé d'être la femme. Non plus. C'est un autre balado. Ben oui. J'entendais des médecins aux États-Unis qui disaient que la meilleure hormonothérapie, c'est la vasectomie. Oui, tellement. La meilleure contraception, c'est la vasectomie. La meilleure c'est ça, parce que j'étais là. Non, je me suis trompée dans mon mot. La meilleure contraception, c'est la vasectomie. Mais ça, c'est encore controversé, évidemment. Donc, c'est ça. En préménopause, grande variation hormonale. La ligne directrice qui est là-dedans, c'est d'empêcher l'ovulation. Par contre, plein de médecins ne sont pas d'accord avec ça. Parce que quand on empêche l'ovulation, on empêche la variation des hormones. Donc, on empêche aussi le côté positif un peu des hormones. Mais, au niveau qualité de vie, au niveau diminution des SPM, au niveau contrôle des saignements, au niveau amélioration des bouffées de chaleur, ben oui, la pilule contraceptive peut vraiment aider à ces symptômes-là. C'est juste qu'il y a plein de femmes qui ne voudront pas. Et là, on a l'option d'utiliser, dans plusieurs cas, la progestérone seule. La progestérone seule, c'est encore controversé parce qu'il n'y a pas de ligne directrice qui dit, ben voici, vous devez utiliser la progestérone de telle manière, à telle dose, et ça donne tel résultat. On est encore un peu dans l'expérientiel, mais c'est normal parce que chaque personne est différente, chaque personne va varier. Donc, on n'a pas d'études assez pour dire c'est ça la ligne directrice, puis probablement que ça va être bien long avant qu'on en ait, parce qu'on a peur de prescrire juste ça. Mais c'est quand même accepté, c'est quand même approuvé, c'est juste que c'est plus difficile, ça demande plus de suivi, ça demande plus de justement de doigté puis de vérification parce que la patiente va changer souvent. Et il y a moins de contrôle de saignement avec ça, avec la progestérone seule qu'avec la pilule contraceptive de manière générale. Tu parles, t'as parlé un peu de dosage, là.
est-ce que normalement, le médecin ou le professionnel qui nous suit devrait vérifier ça régulièrement? Tu sais, comme moi, j'ai commencé il y a 2 ans, j'ai jamais eu de changement, là. C'est pareil, il m'a pas revérifié, rien, c'est-tu normal? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je dois me questionner? Ben, typiquement, on devrait faire, la ligne directrice, c'est de faire des suivis, mais qui n'est pas nécessairement entraîner quand on dit dosage, là, tu sais, moi, je pense aux analyses de prise de sang, là, ça, c'est pas dans les lignes directrices. OK. Donc, c'est avec les symptômes? C'est avec les comment la personne se sent? Si la personne, elle va bien, il n'y a pas lieu de... OK. C'est ça. Donc, ce qui est... Je dois bien aller alors. Ben oui, tu sais, la liste des symptômes, là, en fait, vous la donnez, là, tu sais, dire si, par exemple, vous avez tel symptôme, c'est peut-être un indicateur de trop d'estrogène, trop de progestérone. Donc, un peu des indicateurs. Il y a des comme paramètres, ça. dans le fond, là. Il y a comme des balises, là. C'est ça. C'est un peu les symptômes de trop, les symptômes de manque. Donc, on va se baser principalement là-dessus. Normalement, on devrait faire un suivi à peu près 6 mois après. Puis après ça dépend, mais typiquement au moins une fois par année pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire, s'assurer que ça fonctionne encore bien. Et puis moi, je trouve ça important de le faire parce que quand je l'ai fait, la première fois que tu m'as donné cette liste-là, tous les symptômes, là, moi, je reliais pas ça au départ, là, à la ménopause. Donc ça nous permet de se poser la question. Parce que quand on va chez le médecin, souvent, on oublie des petites affaires. C'est comme un guide, en fait. Oui, puis le médecin va te poser une question, mais tu n'avais même pas pensé à cette question-là. Ouais, c'est ça. Tu dis, oui, c'est vrai, finalement, oui, je vis ça ou je vis pas ça, tout dépendamment. La liste de symptômes est tellement longue. C'est important de faire l'analyse de chacun des symptômes. Ça fait combien de temps? Est-ce que ça varie? Ça arrive quand dans le cycle? C'est pour ça que c'est long puis un peu complexe. C'est que faut prendre le temps. Il faut l'avoir, le temps, là. C'est pas toujours évident. C'est un autre facteur aussi. Ça en est vraiment un, mais c'est ça, oui, c'est que un enjeu, en fait. De faire l'analyse de chacun des symptômes, chacun des antécédents aussi, puis chacun des effets secondaires, puis tout ça, ça devient un peu ardu et complexe, mais c'est important. Parce qu'après ça, on sait d'où on part, on voit la chronologie, et on est capable de mieux suivre nos patients, puis de leur expliquer. Parce que c'est vrai que on dit tout souvent la ménopause, le dos large, là, mais les symptômes de ménopause, ils peuvent être liés à d'autres choses aussi. Ils peuvent être liés à l'hypothyroïdie, ils peuvent être, tu sais, quand on a froid, là, tout le temps, ben ça peut être suite à une bouffée de chaleur, mais ça peut aussi, là, la frilosité, c'est un des symptômes d'hypothyroïdie. Donc, ça peut être avec ça. Il faut vérifier qu'on fait pas d'apnée du sommeil. Il faut vérifier. Tu sais, il y a plein d'autres choses aussi, là, qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, c'est large. C'est pas toujours simple, mais moi, je crois mordicus en l'enseignement aux patientes. Donc, l'enseignement aux gens, de montrer pour avoir le pouvoir d'au moins être capable de dire, ça se peut que ce soit ça. Faut pas tomber dans le piège de dire, c'est sûr que c'est ça, mais ça se peut que ça soit ça. Puis là, on fait des associations. Y a-tu beaucoup de symptômes qui semblent être de trop d'estrogène? J'ai-tu super mal au sein, mal à la tête, puis j'ai des saignements? Ben là, ça nous donne quand même 3 symptômes de peut-être que l'estrogène est haut. Des indicateurs, c'est des indices, en fait. C'est ça. Donc, c'est vraiment question-réponse, puis savoir sur quoi on doit regarder. Mais donc, ça, on peut l'avoir le médecin l'a peut-être pas sous... ce fameux guide-là, est-ce qu'il est accessible ou il faut passer par le privé pour l'obtenir? À ma connaissance, il n'existe pas encore sous forme de guide. Ça s'en vient, parce que quand même, Dr Demers, Dr Deshôtels, excusez-moi. Oui, Deshôtels. Dr Lynn Deshôtels qui a sorti une plateforme d'enseignement pour les femmes, avec la naturopathe. Isabelle. c'est naturopathe. La nutritionniste. La nutritionniste, j'oublie son nom, je voulais le nommer, mais je l'oublie, mais elle a fait ça en équipe avec... J'oublie son nom avec une aussi. naturopathe Véronique. Je m'excuse. Mais c'est ce qu'on a regardé il y a quelques semaines. Là. Oui, on l'a regardé. On l'a regardé. Oui, c'est le lancement. Là. Ils ont fait un lancement genre d'une plateforme là pour. Exactement, qui a une multitude d'informations qui est très pertinente. Donc ça, c'est beaucoup dans ce que je fais déjà avec mes patients, mais là, c'est de l'éducation, c'est d'apprendre puis de comprendre. Il faut payer aussi, je pense, pour. Oui, dans ce cas-là, pour faire les formations. Pour avoir l'information. Il y a aussi les livres comme Hormones au féminin de Dr Sylvie Demers, qui n'est pas un guide en tant que tel, mais dont elle parle de chacun des symptômes. Et donc, il y a un créneau là-dedans. Oui, puis le livre de Lynn Deshôtels, Dr Lynn Deshôtels aussi, il est vraiment très bien vulgarisé. Là. Je t'en parlais sur avant. La nutrition avec Isabelle Huot. Donc, il y a le côté nutritionnel, mais il y a le côté aussi des symptômes, la liste et tout ça là, qu'on peut voir
En tout cas, ça peut donner certains indicateurs si on en parle avec le médecin, par exemple. Là, je pense que ça peut être un outil intéressant. Tu fais référence depuis tantôt, depuis le début, à des médecins. Hein? C'est toutes des femmes. Ça se peut-tu que c'est surtout, effectivement, les médecins femmes qui se sont vraiment attardés à la question, parce que peut-être qu'elles sont plus personnellement touchées, évidemment. Je ne connais pas de médecin homme qui s'est affiché là, pour la ménopause. J'en connais pas, mais c'est sûr qu'on est plus visé. En tant que femme, on est plus sensible à ça un petit peu. Là. Il y a de plus en plus de médecins femmes, donc ça va peut-être contribuer. Même que dans les écoles, en tout cas, je sais que il y a plus de femmes, qui font des études de médecine que des hommes. Ça va peut-être changer la donne. Ah oui, c'est sûr que ça va aider, ça. Oui, ça va sûrement aider. On avance tranquillement dans la science, dans le corps médical, dans l'éducation aussi des femmes. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Tu lançais un message dans le dernier balado aux infirmières, le rôle des infirmières. Je trouvais que c'était en tout cas, j'espère qu'ils seront entendus de la part des infirmières. Il y a une superbe formation maintenant là, sur le site de l'OIQ, donc le site de l'Ordre des infirmières qui est disponible. C'est à peu près une vingtaine d'heures là, à faire. Puis on a tellement notre rôle à jouer là-dedans et ça, c'est ma croyance bien personnelle, mais si on a plus d'infirmières à savoir comment gérer de l'hormonothérapie puis à supporter les médecins, d'après moi, ça va améliorer l'accessibilité parce que quand on est en équipe, c'est beaucoup plus facile à prendre en charge. Puis les infirmières, on est formés pour former des gens, pour faire de l'enseignement, faire ce qu'on appelle du counseling en mauvais français. Mais c'est dans notre formation, c'est notre rôle aussi. Donc, il y a une super formation là-dedans, c'est bien expliqué, puis ça va augmenter l'accessibilité. C'est la clé, l'accessibilité. Parce que, tu sais, on a juste à t'écouter, toi, là, tu sais, qui est infirmière, là, tu sais, on pourrait ne pas se douter à quel point tu connais le sujet, à quel point tu as de l'information. C'est précieux, là, ce que tu peux apporter aux gens, là. C'est sûr que moi, ça fait pratiquement 3 ans que je fais principalement ça. Donc, comme je disais tantôt, je me suis tenue peut-être moins au courant au niveau, mettons, de l'insuffisance cardiaque, parce que c'est moins mon dada. C'est ça. Et c'est comme ça pour tout le monde. On est humain, on est souvent meilleur dans une chose. Et puis c'est correct aussi. Qu'est-ce que tu dirais, là, on a parlé des différents hormones, les 2 types, les causes, les contre-indications, les bénéfices, tout ça. Y a-t-il quelque chose là, de vraiment fondamental, important que tu aimerais livrer aux gens qui nous écoutent, ou un conseil, ou un élément d'information qu'on n'a peut-être pas touché? Avant qu'on clôt le balado, là. Oui. Que tu dis ça, faut absolument que je communique ça aux gens. Ben, de ne pas hésiter à consulter. C'est-à-dire que, oui, ça se peut que vous arriviez sur quelqu'un qui est un peu moins ouvert à ça, qui est encore un petit peu plus dans ce qui a été grandement et largement véhiculé. Mais, même si vous butez à une porte, c'est votre santé. Ça se peut que vos symptômes ne soient pas que hormonaux, mais n'hésitez pas à demander un deuxième avis ou demander à votre médecin, est-ce que vous avez un collègue qui peut-être s'y connaît un petit peu plus? Écoutez-vous. Faut pas tomber de l'autre côté non plus de tout mettre sur la ménopause, là, comme j'ai dit tantôt, mais n'hésitez pas à consulter, parlez-en avec votre médecin, demandez une référence en gynécologie si c'est possible. Il y a de l'ouverture là, et sinon, ben regardez, il y a d'autres médecins autour aussi. Oui, il y a la porte du privé qui est peut-être pas la première option, mais ça existe. OK. Ben écoute, Vicky, là, on peut dire qu'on a fait un bon tour de piste. Là, on est content. On est content. On est satisfait. J'espère que... Ben écoute, merci beaucoup vraiment, Vicky, d'avoir accepté notre invitation pour ce 2e épisode. Hein. Les 3, au terme du premier, on s'était dit, tout de suite après, on s'est dit, oh my God, on n'a pas assez parlé, il manque plein d'informations qu'on voulait livrer, fait que tout de suite, on s'est entendu, c'est-à-dire on fait un épisode juste sur l'hormonothérapie. Là, il y en a un prochain aussi. Ben oui, mais c'est ça s'en vient, là. Tu me voles bon punch. Je te laisse aller. Okay. Oui. Ben, je pense que c'est ça, avec l'information que tu nous as présentée, je pense que les gens vont être quand même mieux informés, bien sûr, puis mieux outillés aussi. C'est ça, le but, je pense que ça donne une orientation, puis on a un petit peu démêlé aussi tout ça, là, les tricots, exactement. Aussi, c'est plus clair. Oui, c'est plus clair, puis parce que c'est sûr que ça fait peur, hein. Quand tu branles le cancer du sein, là, je veux dire, c'est sûr que ça fait peur, puis que ça. Mais là, je pense que tu as quand même démystifié ça assez, que je pense que ça va avoir laissé tomber peut-être, je peux pas dire des carrières. En tout cas, on l'espère.
Ben, la bonne nouvelle, justement, c'est qu'on va refaire un autre balado avec toi, décidément. J'aime trop ça. Oui, t'aimes trop ça, ben nous autres aussi. C'est la trilogie. Oui, c'est ça, la trilogie. Moi, des deux, Vicky et Carole, je me sens un petit peu à part là, dans ce trio-là, mais non, trêve de plaisanterie. Mais là, on va parler cette fois-ci d'andropause. Donc, c'est moi qui dis ça, là. La ménopause des hommes. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je prenais, là, tu sais, je me suis laissée aller, puis en tout cas, pour ceux qui m'entendent puis qui me voient pas, je fais des gros guillemets, là, en disant ça, mais l'andropause. Et en fait, c'est que c'est des gens, il y a des hommes qui nous ont entendu parler de ménopause, qu'on était pour faire un balado sur la ménopause, qui nous ont dit, ça ressemble très étrangement à ce que moi je vis ou à un de mes amis a vécu. Alors c'est ça que ça nous a donné. Puis ils nous ont dit pourquoi vous feriez pas un comme on est ouverte aux suggestions. On est très ouverte aux suggestions. On le dit à chaque fin de balado. Je vais le dire dans la minute qui suit d'ailleurs. Mais c'est ça va être notre prochain sujet. Fait que ça va être puis c'est un sujet encore plus méconnu. Puis encore plus tabou que la ménopause. Du moins autant tabou et sinon plus d'après les témoignages qu'on a recueillis. Puis c'est ça. Je rappelle pour le bénéfice de nos auditrices, auditeurs, puis les gens qui nous écoutent à la maison. La dernière fois, on avait dit qu'il y aurait des ouvrages, une liste d'ouvrages qui seraient identifiés, écrits là sur le site des radieuses. Alors, où sont hébergés nos balados, notamment. Et les articles également. Oui, les articles. On écrit toujours un article en lien avec le balado. Donc, les gens pourront là, puis pourront évidemment voir et écouter, on l'espère, les autres balados qu'on a fait précédemment. Mais donc, il y a quand même quelques ouvrages que les gens peuvent voir puis consulter. Puis, en terminant, c'est ça. Moi, j'inviterais les gens qui nous regardent à la télé ou qui nous écoutent sur nos différentes plateformes à nous écrire, à nous faire des suggestions. Comme Vicky l'a dit, on est très ouvert. On peut nous écrire à info@desfemmescommevous.ca. Puis, merci à notre technicien Martin Dubé, à les Radieuses Magazine ainsi qu'à l'équipe de Nous TV pour leur précieuse collaboration pour la réalisation et la diffusion de nos balados. Puis, surtout, merci à vous, les gens à la maison qui nous avez écoutés et les gens aussi qui nous écoutent via les différentes plateformes. Et on vous dit à la prochaine.